Et salut Moussaillon, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le résumé de la 6ème semaine du Vendée Globe. Au programme de la semaine, il y a le passage du cap Lewin, les skippers arrivent aussi à la moitié de la course, et à la tête de cette course, on retrouve des concurrents très serrés, aussi bien en réel qu'en virtuel. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le nom des vainqueurs du concours de la semaine dernière, et je vous donnerai l'énoncé du prochain concours. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc on se retrouve sur la cartographie disponible sur le site du Vendée Globe, et ce que je vous propose c'est de commencer par un petit rappel de l'endroit où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire au samedi 12 décembre vers 15 h. En tête de la course, on a Charlie Dalin qui se fait rattraper par Thomas Ruyant et Yannick Bestaven qui profitent d'un meilleur vent, tout comme le petit groupe à l'arrière qui rattrape le leader. Un peu plus à l'arrière, on peut remarquer que Armel Tripon va à vitesse grand V et sème complètement le petit groupe dans lequel il était il y a quelques jours et fonce vers les skippers droit devant lui. Alan Rora lui aussi réussit à distancer le petit groupe dans lequel il était, mais dans une moindre mesure que Armel Tripon. Un peu plus à l'arrière, on peut aussi voir Jérémy Bayou qui file à toute allure et qui maintenant n'est plus dernier et qui va continuer à dépasser un peu tout le monde. Et aussi on peut rappeler le malheureux abandon de Fabrice Amedeo qui avait dû abandonner pour des raisons d'informatique. Donc revenons à la tête de la course. Et avant d'avancer, j'aimerais faire un petit point sur les compensations dont vont bénéficier Jean Le Cam, Yannick Bestaven et Boris Herman qui s'étaient déroutés pour aller porter secours à Kevin Escoffier. Sébastien Simon aussi s'était dérouté, mais depuis il a dû malheureusement abandonner, donc évidemment il s'en fiche un peu de ses compensations. Donc au cours de cette semaine, un jury s'est réuni pour réussir à estimer combien de temps ces 3 skippers ont perdu pour aller porter secours à Kevin. En effet, sur un Vendée Globe, c'est assez difficile d'estimer le temps que chaque bateau a perdu, parce qu'en fait, ces 3 skippers, en perdant du temps, ont pu accéder ou éviter un système météo qui aurait pu les ralentir ou au contraire les faire avancer très vite. Et aussi dans le calcul de cette bonification, il faut prendre en compte l'aspect psychologique, parce que les skippers ont dû mettre entre parenthèses leur course pendant un certain laps de temps, et puis après il fallait repartir en sachant qu'ils avaient perdu du temps, malgré la bonification à venir. Et il fallait aussi prendre en compte la fatigue accumulée par les skippers, parce qu'aller porter secours à quelqu'un, ça implique aussi de faire beaucoup de manœuvres, et le jury est même allé demander aux skippers eux-mêmes ce qu'ils pensaient avoir perdu comme temps en faisant toutes ces manœuvres. Donc c'était une décision pas très facile à prendre, mais finalement, un temps de bonification a été attribué à ces 3 skippers, donc un temps de bonification différent. Boris Herman a bénéficié de 6 heures de bonification, Yannick Bestaven 10h15, et Jean Le Cam a logiquement bénéficié du plus grand temps de bonification qui est de 16h15, puisque c'est lui qui a récupéré Kevin et qui est ensuite allé le déposer dans un navire de la marine nationale. Donc maintenant, avec ces temps de bonification, on peut estimer qu'il y a aussi un classement virtuel à prendre en compte et pas seulement le classement qu'il y a sur la carte. Voilà, maintenant que ça c'est clair, on peut avancer. Voilà, là ici on peut voir 2 choses. Déjà, on peut voir que les 3 hommes de tête ont réussi à choper du vent alors que le groupe de poursuivants, eux, ont été rattrapés par une zone sans vent. Donc ça va permettre aux 3 hommes de tête de prendre un peu le large par rapport à ce groupe. À l'arrière, on peut voir Maxime Sorel qui est un petit peu rentré par rapport à ce groupe. Et en fait, Maxime Sorel va accumuler plusieurs problèmes, mais surtout son plus gros problème, ça va être que 2 de ses voiles d'avant ont eu des déchirures, et il a dû donc les réparer dans un temps plutôt musclé. Il a même dû monter au mât, donc il y a beaucoup de fatigues qui se sont accumulées. Ça l'a évidemment un peu ralenti, mais finalement il a réussi et il a pu repartir. Pour vous donner une idée, une des voiles qu'il a dû affaler, c'est-à-dire descendre, fait à peu près 100 mètres carrés, donc c'est énorme. Et encore, c'est loin d'être une des plus grandes voiles du bateau, bien au contraire. Mais en tout cas, Maxime Sorel est toujours en course, et ça c'est bien. Donc maintenant, continuons à avancer. Voilà, donc là on peut voir que Charlie Dalin a pris du retard par rapport à Yannick Bestaven et à Thomas Ruyant, et que Charlie Dalin a fait un petit zigouigou ici qui était pas du tout volontaire évidemment. En fait, Charlie Dalin a eu une averie dans son système de foil bâbord, et pour faire ses réparations, il s'est mis dans des conditions pas trop difficiles pour pouvoir faire ça tranquillement et pour pouvoir repartir de plus belle. Cette réparation lui aura presque pris un jour, donc il a logiquement pris pas mal de retard sur ses adversaires directs. Maintenant, revenons un petit peu à l'arrière de la course parce qu'il y a 2 choses à voir. On peut voir déjà Samantha Davis qui est repartie du cap de Bonne-Espérance, et on voit qu'elle est un petit peu en transparence, parce que Samantha Davis, même si elle est repartie, est toujours éliminée bien sûr puisqu'elle a fait une escale et qu'elle a bénéficié de l'assistance de toute son équipe, mais Samantha Davis a courageusement décidé de repartir pour boucler son tour du monde et représenter son association Initiative Cœur. Et maintenant qu'on est à l'arrière de la course, je vous propose de faire un petit point sur Sébastien Destremo et d'avancer un petit peu. Voilà, on avance un petit peu et on peut voir que Sébastien Destremo a fait un petit zigouigoui juste ici. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Sébastien Destremo? Tout d'abord, il a dû réparer son pilote automatique qui était tombé en panne et il a dû passer sur son second pilote automatique, et ensuite il a une grosse avarie sur son système de barre alors qu'une grosse dépression s'approchait de lui. Le problème, c'est que la soudure qui a cassé l'axe principal a cédé, et là il n'y a pas besoin de voir précisément ce que c'est pour comprendre que c'était très important. En fait, sans ça, Sébastien n'avait plus le contrôle de son bateau, et comme il le dit lui-même, c'est un peu embêtant. Mais finalement, comme on peut le voir, Sébastien a réussi à réparer et il est de nouveau dans la course. Donc maintenant, repassons à la tête de la course où il s'est passé de nouvelles choses. Et regardons plus précisément Thomas Ruyant qui est parti sur une option beaucoup plus nord que ses 2 adversaires.
adversaire. Donc avançons un petit peu. Alors est-ce que la stratégie nord a payé? On verra ça par la suite. Mais en tout cas, on peut voir que Thomas Ruyant a eu une trajectoire un peu particulière à ce moment-là. En fait, Thomas Ruyant a été victime d'une voie d'eau dans la soute avant de son bateau. En fait, une trappe à l'avant s'était ouverte à cause des vagues, et pendant qu'il dormait, en fait, la soute s'est remplie en seulement 30 minutes, et quand il s'est réveillé, la soute était pleine, et donc il a fallu pomper toute l'eau dehors, refermer la trappe, et Thomas Ruyant a pu repartir, donc plus de peur que de mal, mais ce petit incident lui a quand même coûté 100 000, ce qui a permis à ses adversaires de prendre un peu plus le large. Ensuite, on peut continuer à avancer, et on peut voir à l'avant de la course que devant Yannick Bestaven et Charlie Dalin, il n'y a plus beaucoup de vent, alors que derrière, Thomas Ruyant, qui est un peu en retrait, bénéficie d'un vent beaucoup plus fort, ce qui va permettre à Thomas de rattraper Charlie Dalin et Yannick Bestaven. À l'arrière, on peut faire un petit point sur Louis Burton. Alors on voit pas grand chose dans son tracé, pas grand chose de bizarre, à part peut-être ces petits zigouigous ici, mais Louis Burton accumule les problèmes en ce moment. Donc il a décidé d'aller longer l'île Macquarie pour se mettre à l'abri du vent et de la houle et ainsi se procurer quelques heures tranquilles où il pourra faire toutes ses réparations tranquillement et repartir avec un bateau un peu plus propre. Vous voyez, donc là le principe c'est d'aller longer l'île, donc par le haut ou par le bas, je ne sais pas exactement comment il va s'y prendre, d'avancer à un rythme beaucoup plus lent et il aura donc un maximum de temps pour faire ses réparations. En faisant ça, Louis Burton estime qu'il va perdre environ 4-5 heures, mais à l'échelle d'un tour du monde, vaut mieux perdre 4-5 heures et avoir un bateau en bon état plutôt que d'éviter de perdre 4-5 heures et continuer avec un bateau qui est prêt à lâcher à tout moment, surtout que Louis Burton n'a actuellement plus de pilote automatique, c'est-à-dire qu'il est obligé de barrer lui-même, et ça c'est extrêmement épuisant pour un skipper. Donc on espère que tout va bien se passer pour lui, qu'il va réussir à tout réparer et à repartir sereinement. À l'arrière, on voit Armel Tripon qui bénéficie encore de super vent pour continuer à faire sa grande remontada. Alan Roura, lui, a réussi à dépasser le centre de l'anticyclone, alors que ses poursuivants en fait vont être gênés par ce centre d'anticyclone sans vent. Et un peu plus à l'arrière, Jérémy Bayou montre qu'il avance encore très vite. Et maintenant, je vous propose de passer sur Virtual Regatta pour voir ce que nous on a fait pendant la semaine. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur Virtual Regatta. Et avant d'analyser la trajectoire de tout le monde, je vous propose de regarder un petit détail. C'est qu'ici, on peut voir que plein de skippers réels sont en dehors de la zone des glaces. Et nous, les petits skippers virtuels, on n'a pas le droit d'y aller. En fait, la zone des glaces a été mise à jour plusieurs fois pendant la course. Puis ensuite, le temps que le développeur du jeu soit mis au courant et qu'il fasse les modifications nécessaires, ça aurait pu être très compliqué. Et peut-être que ça aurait fait plusieurs bugs de déplacer cette zone d'exclusion. Donc les développeurs ont décidé de ne pas rebouger encore cette zone des glaces. Et donc c'est pourquoi on n'a pas exactement la même zone d'exclusion. Après, c'est pas forcément plus mal. Ça donne une petite opportunité pour les skippers réels qui sont ici de rattraper la tête de course virtuelle qui est complètement devant. Alors, transition parfaite. On peut aller voir notre camarade François Gabard, comme chaque semaine, pour aller voir sa trajectoire de la semaine. Alors en dépassant l'Australie, on peut voir que la zone d'exclusion des glaces fait une grande courbe, et donc à ce moment-là, suivre la zone d'exclusion est une stratégie un peu moins efficace, puisque ce n'est plus la trajectoire la plus courte, et donc ça ouvre à d'autres trajectoires possibles. François Gabard a décidé de passer vers le nord pour profiter de vents plus forts, et on peut voir que finalement il n'a pas fait une distance vraiment plus longue que s'il avait longé la zone d'exclusion. Après, ne vous inquiétez pas, tout le monde a retrouvé ses repères et relonge le long de la zone d'exclusion. Donc maintenant on peut comparer la trajectoire de François Gabard à celle du premier de la course, qui est actuellement Armand le Tigre, très féroce paraît-il. Alors la trajectoire de Armand est en blanc, et on peut voir vraiment que à la tête de la course ça se joue sur des détails en fait. Alors Armand était sûrement un petit peu en tête avant tout ce passage là, par rapport à François Gabard, et globalement ils ont profité des mêmes systèmes météo assez logiquement. Maintenant, en tête de la course, un dilemme va se présenter au skipper. Soit continuer à faire la course de manière classique, soit décider de passer par le Nemo Point Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est ce challenge? Eh bien, si vous êtes la première personne à passer la ligne d'arrivée en étant passé par ce point-là, eh bien vous gagnerez une montre d'une valeur de 8 900 €. Sauf qu'évidemment, ça vous fait un petit détour et ça hypothèque grandement vos chances de victoire au classement général à la fin. Donc vous sacrifiez une bonne position au classement pour avoir une petite chance de gagner cette super belle montre. Et alors ce point-là, d'où est-ce qu'il sort? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce point-là précisément? Eh bien tout simplement parce que le point Nemo, c'est le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. Et donc quand vous êtes là-bas, vous pouvez voir beaucoup d'eau notamment. Et on peut regarder sur les prévisions à venir qu'il n'est pas du tout intéressant de passer par le point Nemo pour faire une course performante. Maintenant on peut regarder rapidement ma trajectoire et en zoomant un petit peu, on peut voir que je suis passé dans la zone des glaces très rapidement ce matin et ce petit écart m'a coûté 400 places. Alors, ça fait plaisir. Mais bon, j'ai réussi à repasser en dessous du top 70 000, donc pour l'instant ça me va complètement. Mais j'espère que c'est mon troisième et dernier séjour dans la zone des glaces. Au passage, j'avais oublié de leur faire remarquer, mais François Gabard est lui bien passé dans la zone des glaces, donc on va dire que ça arrive même au meilleur. Et ça arrive surtout au meilleur. Et quand ça arrive 3 fois plutôt qu'une, alors là, c'est vraiment qu'on est dans le top, quoi. Donc, au niveau des prévisions, pour la tête de la course, on a regardé. Pour ma zone, on va regarder comment ça évolue. On peut remarquer qu'il y a un centre sans vent qui se déplace d'ouest en est et qu'on va devoir éviter. Donc, on va sans doute devoir faire une route plutôt au sud et ne pas trop se dérouter vers le nord. Mais peut-être que ce vent qui arrive dans 3-4 jours va en décider autrement. Dans cette zone-là, vous allez bénéficier d'un vent plutôt constant. Donc, je pense que vous allez avancer plutôt rapidement dans les prochains jours. En revanche, dans 3-4 jours, ici, vous allez être entre plusieurs systèmes météo
bateau et donc va peut-être y avoir un petit coup de mou. Bon, à voir comment ça évolue par la suite. Et donc, et ensuite si vous êtes plus dans la zone des îles Kerguelen, et bien ça va être comme pour les skippers réels. Il va y avoir le centre de l'anticyclone ici qui va un petit peu se décaler vers le sud-est et qu'il va falloir éviter. Donc éviter d'aller trop au nord. Après on peut voir que dans 48 heures, il n'y a pas beaucoup d'endroits où passer. Donc bon courage à vous. Et maintenant je vous propose de faire un petit point classement. Donc vous voyez en quelques minutes, Armand le Tigre a déjà perdu sa première place, puisque le premier c'est Scooby-Doo, ensuite Drakkar 53, et le troisième c'est Charlie 2010. Et donc bien joué à vous. Au niveau des équipes, eh bien c'est l'équipe Bureau Valley qui mène, suivie par ISF France. Et enfin les Boxing Kangaroos. J'ai essayé de faire un accent mais ça doit pas trop passer. Mais en tout cas, félicitations à ce podium. Et du côté de la Saucisson Sailing Team, eh bien on est 166e. Au début de la journée on était 77e. Donc c'est pour vous dire à quel point ça bouge beaucoup. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et voilà, donc maintenant il est temps de vous donner le nom des vainqueurs du dernier concours. Et ça a été très difficile de choisir. Le bateau le plus cité a été le bateau Pendwick. Un bateau rendu célèbre évidemment par Tabarly. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder sa biographie. C'est un peu devenu The Marin. Mais bon, il a été trop cité, donc j'ai préféré choisir deux bateaux totalement différents, que j'aurais pas choisi personnellement, je dois l'avouer, mais j'avais envie de montrer à ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le milieu de la voile qu'il existe plein de façons de naviguer et de prendre du plaisir sur l'eau, et il existe mille et une façons de naviguer. Mais donc au final, j'ai quand même dû choisir deux vainqueurs, et le premier c'est Nathan Charon avec le bateau Mini 650. Alors le bateau Mini 650, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bateau de régate, et donc qui fait 6,50 m. Évidemment, c'est un bateau pas du tout confortable, mais qui est très performant. En fait, il n'y a même pas de toilettes, les toilettes dans un Mini 650 c'est un seau, et ce bateau-là est très connu notamment parce qu'il existe une course qui s'appelle la Mini Transat, et tous les skippers sur cette Mini Transat ont des Mini 650, et cette course est un peu la porte d'entrée pour se professionnaliser dans la course au large. Bref, maintenant regardons la trajectoire de Nathan Charon. Donc Nathan Charon est 125 millième, ce qui est évidemment un très bon classement. Maintenant il y a presque 1 million de participants. Alors qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Là on peut voir que sur les prochaines 36 heures, voire 48 heures, t'as pas choisi l'option la plus performante. Mais derrière, t'espères sans doute que ce petit vent va te permettre de couper et de faire une trajectoire beaucoup plus courte que tes adversaires. Enfin, tu me diras en commentaire si je me trompe sur ta vision des choses. Eh bien écoute, cette stratégie peut tout à fait fonctionner. Peut-être que tu vas perdre des places au début, mais c'est possible que tu fasses une grande remontée derrière. Et donc j'espère pour toi que cette stratégie va être payante. Et donc le deuxième vainqueur, c'est 40 Firex, donc désolé si je prononce mal ton pseudo, mais je sais pas du tout comment le prononcer, qui a proposé le bateau l'Hémisphère. Et là on voit qu'on est totalement sur un autre registre de bateau. On est sur un bateau beaucoup plus confortable. Et là on peut voir que c'est une ambiance totalement différente du Mini 650, où même si l'Hémisphère est un bateau assez performant, on peut voir qu'il y a un plus gros compromis qui est fait par rapport au confort que dans le Mini 650. Et c'est un peu en vous montrant ces deux extrêmes que je veux vous montrer qu'il existe un petit peu de tout dans le monde de la voile pour plaire à tout le monde. Bon, évidemment, tous les bateaux ne correspondent pas à toutes les bourses, mais cela dit, je pense que si je faisais toutes mes vidéos sur l'Hémisphère, je pourrais plus facilement convaincre des gens à se mettre à la voile. En tout cas, regardons la trajectoire de 40 Firex. 40 Firex qui fait partie de la Saucisson Sailing Team 8. Ça, je m'y ferai jamais qu'il y a plus de 8 teams Saucisson Sailing Team, et on est environ 400 je crois sur le groupe Facebook, enfin c'est incroyable. Et donc 40 Firex qui est dans le top 50%, dans la première moitié de la course. Faut toujours positiver. On voit que tu as décidé de passer au sud des Kerguelen, sûrement pour aller chercher un vent encore un peu plus fort, au risque de faire une distance un peu plus longue. Alors j'ai pas regardé les systèmes météo d'avant, mais tu pourras nous dire en commentaire si c'était une bonne décision de rallonger en passant carrément au sud plutôt que de privilégier une trajectoire plus courte et de passer au nord. Et pour la suite de la course, eh bien on peut voir que tu es bien au sud du centre de l'anticyclone, qui va donc peut-être moins te déranger que certains autres concurrents. Et en plus tu vas avoir pas mal du vent sur les prochains jours en suivant la zone d'exclusion, et donc c'est possible que tu gagnes pas mal de place ces prochains jours. Et donc je te souhaite bon vent, porte fièrement les couleurs de la Saucisson Sailing Team. Et voilà. Et les autres, si vous n'avez pas de team, eh bien rejoignez une des teams Saucisson Sailing Team, ou alors venez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Et donc l'énoncé du prochain concours, c'est la question suivante. Quelle est l'œuvre littéraire en rapport avec la mer qui vous fait le plus rêver? Alors ça peut être un livre, mais ça peut être aussi une bande dessinée si vous le voulez. Et comme ça, si vous déprimez un petit peu pendant ces périodes de couvre-feu et de confinement-reconfinement, eh bien vous pourrez venir voir les différents livres proposés dans l'espace commentaire de cette vidéo, et il vous suffira de vous procurer un de ces livres pour vous redonner un petit peu de baume au cœur. Et ça, on en a sans doute tous un peu besoin. Et voilà, donc proposez-nous des livres qui peuvent nous vendre du rêve. Et voilà Moussaillon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h, mais cette fois-ci, exceptionnellement, ça sera pas pour un résumé car je serai dans l'impossibilité de vous le préparer. Je vais même devoir laisser mon frère barrer à ma place entre le 25 et le 30 décembre. Faire ça d'ailleurs pendant la course réelle, je crois que c'est pas très possible. Oui alors Antoine?
Ouais, bah là je suis sur mon Imoca. Je vais devoir passer le Cap Horn dans quelques jours, donc tu voudrais pas me remplacer par hasard? Ouais, non mais c'est tranquille, hein, c'est grand ciel bleu, pas de vagues, tu vas pouvoir bronzer tranquillement. Vraiment, c'est des vacances reposantes que je te propose là. Bref, n'hésitez pas à lui envoyer des messages pendant cette période-là pour l'encourager. Mais à la place, je vous ai préparé une vidéo hors série qui permettra sans doute à certains de gagner encore quelques places. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année malgré ce contexte assez difficile. En tout cas, bon vent à tous. Ciao ciao.